Bonjour à tous. Je jure devant le peuple du Burundi que moi, Ndayishimiye Evariste, je ne trahirai jamais la constitution de la République du Burundi. Ainsi s'exprimait le nouveau président élu lors de sa cérémonie de prestation de serment. Evariste Ndayishimiye succède ainsi à Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin dernier d'un arrêt cardiaque. Une mort brutale qui a surpris plus d'un, puisque l'ancien président s'apprêtait à passer le pouvoir au candidat de son parti, le CNDD-FDD, le 20 août prochain. Seulement voilà, on n'attendra pas cette date. La Cour constitutionnelle saisie en a décidé autrement. Le président de l'Assemblée nationale n'assurera pas l'intérim de la présidence de la République. Le nouvel homme fort du Burundi, le général Evariste Ndayishimiye, gouvernera-t-il autrement ? Question, les opposants politiques pourront-ils rentrer au Burundi et l'état du droit sera-t-il de retour au pays? Bref, une nouvelle ère s'ouvre-t-elle sous la présidence de Evariste Ndayishimiye? Voilà la grande question en débat, mesdames et messieurs, sur votre émission Angle de vue avec nos invités. Emery Owolabi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste, spécialiste des questions internationales. Merci d'être ici. En face de vous, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, écrivain, expert en communication politique. Merci aussi d'accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Et pour démarrer, nous faisons donc un tour à la régie pour sur cet élément, notamment la prestation de serment du nouveau président Evariste Ndayishimiye. Le nouveau président burundais, Evariste Ndayishimiye, a prêté serment ce jeudi dans le stade Ngoma de Gitega, la capitale administrative du pays, succédant ainsi à Pierre Nkurunziza, décédé soudainement le 8 juin dernier à l'âge de 55 ans. Devant Dieu Tout-Puissant, devant tous les Burundais à qui le peuple appartient, moi, Ndayishimiye Evariste, président de la République du Burundi, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale du Burundi, la constitution de la République du Burundi et les autres obligations. Avant d'être investi sur le podium installé au milieu du stade, Evariste Ndayishimiye a été béni par les évêques catholiques et anglicans présents, ainsi que par des représentants évangéliques et musulmans. Cette cérémonie s'est tenue dans un contexte particulier en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Les autorités avaient demandé au public de se présenter assez tôt pour se plier aux mesures sanitaires mises en place, comme le lavage des mains et la prise de température. Mais la distance de sécurité fixée à 70 cm entre les personnes était loin d'être respectée. Et à part quelques officiels, quasiment personne ne portait de masque. Élu à la présidentielle du 20 mai, Evariste Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août, soit à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Mais le régime a choisi d'accélérer la transition après la mort inattendue de ce dernier. Voilà la cérémonie de prestation du nouveau président élu, Evariste Ndayishimiye. Emery Owolabi, votre réaction. Évidemment, il devrait succéder à Pierre Nkurunziza, qui est donc décédé, comment dit-on, le 8 juin. D'ailleurs, c'est le premier volet de cet entretien auquel nous allons d'ailleurs nous consacrer. Pierre Nkurunziza, son prédécesseur, qui a rendu là, le 8 juin, un décès brutal pour beaucoup de personnes. Oui, inattendu, surprise, oui, mais ce sont les cours de la vie. Vous ne décidez pas des heures qui suivent. Ces heures ne vous appartiennent pas toujours. Ouais. Il n'y a pas eu de soupçon d'empoisonnement ou de tentative d'assassinat qui a été soulevé autour de cette question. Doit-on se contenter simplement de croire que c'est un fait de la nature? Peut-être. Peut-être, je n'ai pas d'autres explications pour le moment, mais c'est vrai que ça paraît bizarre que ça soit exactement en ce moment-là, mais nous sommes obligés de faire avec le factuel et nous constatons qu'il n'est plus là. Nous constatons aussi que le juge constitutionnel a décidé de rapprocher. De rapprocher là, d'accord. On viendra tout à l'heure dans ces détails, juste sur le temps aussi de recueillir l'avis de Lamine Cissé. Il est vrai, dans le communiqué produit par la présidence burundaise, on dit la veille, il s'était rendu évidemment à un lieu pour des trucs de football, il est revenu, patatras, mort surprise.
Est-ce que c'est anodin ce décès selon vous, Lamine Cissé? Non, moi, je ne pense pas que ce soit bizarre, hein, parce que la mort n'a pas de privilège. N'a pas de si tu es président ou tu n'es pas. On a eu beaucoup de cas de crise cardiaque, de morts subites. Vous croyez à cette thèse? D'autres c'est l'accident de circulation. On vous annonce subitement qu'il est mort. Il n'est qu'une personne. Alors donc le pouvoir qu'il a, c'est le peuple qui l'a mis à ce niveau-là. Mais il est autant que le paysan qui est en brousse là-bas. La différence seulement est que lui, il a tout un corps médical autour de lui qui le suivent. Mais quand la mort arrive, ça n'appartient plus au corps médical, c'est Dieu. Je vois, ils sont en train de prêter serment en évoquant Dieu. Donc c'est des croyants et nous sommes des croyants. Je pense que c'est le moment qui est arrivé. C'est ça. Donc vous ne croyez pas à une thèse peut-être de complot, empoisonnement, rien naturel? Cela, il est suffisamment protégé pour ça. Hein. Si c'était ça, ça allait sortir. À son âge, un accident cardiovasculaire, c'est vite arrivé. Le poids de... C'est conséquent, hein. Il n'est pas si vieux. On dit passionné quand même de football. Oui, passionné de football, une activité physique. Qui joue quand même beaucoup aussi. Et des suites d'une activité physique, vous pouvez avoir des situations de tension qui peuvent vous amener à rapidement faire un AVC qui l'a malheureusement emporté, qui lui a été fatal. Ça peut être aussi le poids de la gouvernance. Hein. Oui, 15 ans. Vous parlez de quoi 15 ans 15 ans, on est à la destinée du pays. C'est pas... Vous faites partie pour vous donner un AVC, la médecine. Bien sûr. Est-ce qu'on doit tout croire? Mais oui, depuis... le président Ali Bongo, il est tombé subitement. Ouais. Mais depuis le coup d'État raté... Il pouvait mourir. Hein? Depuis le coup d'État raté, où il était en voyage, il n'a plus quitté le Burundi non plus. Il était aussi peut-être dans une certaine peur. Le qui-vive tout le temps. Lui qui vive, voilà, peut-être aussi ça. Il y a plusieurs facteurs qui s'associent et qui peuvent avoir peut-être entraîné cette situation. Ce décès. Voilà. En tout cas, la présidence de la République burundaise a attendu 24 heures pour porter la nouvelle. C'était le 9 juin dernier pour annoncer le peuple était en deuil. Évidemment, on va s'intéresser quand même un peu à cet héritage laissé par Pierre Nkurunziza, qui a passé 15 années au pouvoir, élu démocratiquement à travers des élections universelles. J'allais de suffrage universel 2 fois. Le premier mandat, c'était le Parlement qui le porte donc à la suite d'un accord politique. Il n'a, Émeric, quand même pas pu conduire jusqu'à la fin ce processus, puisque son dauphin était tout de même élu, mais pas installé. Oui, c'est ce que je m'apprêtais à dire tout à l'heure. Évidemment, il n'a pas conduit son mandat à terme, puisque c'est en août, le 4 août, que le nouveau président devrait normalement prendre fonction. Et donc ça faisait, je crois, 3 mois de transition. Voilà, transition. Et là, il y a un vide qui s'est posé. C'est-à-dire, normalement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait pouvoir plus ou moins assurer la transition en attendant que... Mais le juge constitutionnel en a décidé autrement. Je pense que le juge constitutionnel a été très audacieux. Je pense que c'était aussi la meilleure solution. Je partage cette position du juge constitutionnel. Pourquoi la meilleure? Il y a quand même ce que prévoit la Constitution. Oui, mais vous savez, le juge constitutionnel dit ce que la Constitution est. C'est le juge Evans qui l'a dit il y a plusieurs dizaines d'années, centaines d'années derrière, un juge américain. Le juge constitutionnel dit ce que la Constitution est. Le juge dit qu'il n'y a pas lieu à ce qu'il faille faire une transition. Il y a un président qui est élu, qui attend de rentrer en fonction. Qu'est-ce qui doit empêcher qu'il prenne fonction immédiatement? Qu'est-ce qu'il y a prévu pendant ces 3 mois de transition? Quel programme a été établi qu'il doit suivre et qui l'empêche de ne pas prendre fonction automatiquement? Il n'y a pas. Cela pose exactement le problème du statut du président élu en Afrique noire francophone, où la situation est celle qui est. C'est-à-dire que le président élu, ce n'est pas le président en exercice et ce n'est pas le président qui rentrera en fonction. C'est un statut assez particulier qui n'est décrit nulle part dans les constitutions africaines. Donc, voyez-vous, il y a ce vide qui existe. Et vous le voyez aussi ici au Bénin. C'est pas juste ici au Bénin. La vacance était
quand même organisé là, mais Emery Olabi, le président de l'Assemblée nationale de voler. Et c'est justement pour suppléer à ces genres de situations qu'on a oui, mais le juge la Constitution. Oui, mais le fait que le juge constitutionnel ait décidé que le président élu prenne fonction, je pense en fait que c'est davantage plus sécurisant. D'accord. Votre avis, Lamine Cissé, oui, sur cet aspect avant qu'on revienne. Moi, je pense que il faut pas que. Je partage ce que le juge a dit. Hein. Parce que quand on dit, bon, en cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale, lui, il prend le pouvoir, c'est dit clairement, c'est pour organiser une élection. Oui. Est-ce que nous sommes dans ce cas-là? Pour organiser une élection. Alors qu'il y a un président qui a été élu et reconnu par la Cour constitutionnelle comme président. Donc, c'est-à-dire que ce vide juridique, je crois que ça va donner une leçon entre un président élu et la passation du service, et c'est que le président meurt. C'est-à-dire pour modifier davantage. Oui, mais il faut préciser ça. Parce qu'en fait, ça va être une jurisprudence. Mais moi, je pense que le juge constitutionnel a vu juste. Parce qu'il y a un président qui a été élu et qui a été proclamé définitivement par la Cour constitutionnelle. Et c'est irrévocable. Maintenant, un président qui est élu, on attend qu'on l'installe. Est-ce que quand le président meurt, ce président n'est plus élu? Non, il est toujours élu. Alors pourquoi donner le pouvoir au président de l'Assemblée nationale? Pour qu'il fasse quoi? Qu'il installe le nouveau président? Pour qu'il crée un coup d'État? Parce que lui, il ne peut pas faire le passage, la passation. Ok? C'est le juge constitutionnel, etc. Bon, je crois que c'est judicieux, ce choix-là. Ça obéit vraiment, ça a mis tranquille. Parce qu'en fait, si le président de l'Assemblée nationale prenait le pouvoir, c'est pour combien de temps? Justement, sans doute deux mois. Oui, mais là, s'il est dans le fauteuil présidentiel, est-ce que c'est une sécurité, ça? C'est ce que je parle. La sécurité juridique n'est pas totalement organisée si on laisse le président. Vous lui prêtez des intentions de rester ou fait quoi? Le pouvoir corrompt absolument. Vous ne pouvez pas préjuger de ce qui pourrait arriver pendant ces 3 mois, alors que vous avez un président. C'est la raison pour laquelle je parlais de l'absence du statut du président élu dans nos constitutions africaines. Et le président, le professeur Joël Aïvo a écrit un excellent article sur la question, sur le statut du président élu en Afrique nord francophone, qui n'existe nulle part. Vous posez la même question. Vous savez, au Bénin ici, le mandat du président de la République sortant prend fin le 5 le 6 au soir à minuit, et le président entrant prend ses fonctions après la passation, donc disons après 10 heures et tout. Entre minuit et 10 heures, qui dirige le pays? Quel est le statut? Et pendant ce temps, quel est le statut du président élu pendant qu'il attend de prêter serment? Qu'est-ce qui arrive? Si le président l'exercice meurt, ça n'a pas été organisé. Mais vous avez évoqué des questions de sécurité. Pour vous, c'est juste. Tout à fait. Mais le débat sans doute se pose parce qu'on estime que le candidat légitime que Nkurunziza lui-même avait choisi pour, en tout cas, être le candidat du parti, c'était le président de l'Assemblée nationale, M. Pascal Nyabenda, qui était quand même l'un de ses protégés. Est-ce que les gardiens n'ont pas voulu aussi les pour peut-être éviter ce que vous dites quand même? Voilà pourquoi le débat se pose sur ce point. Oui, on peut aussi voir la question sur cet angle. Oui, la possibilité ou le risque de voir le président de l'Assemblée nationale qui avait les faveurs du président Nkurunziza, du feu président Nkurunziza, s'installer à la tête de la transition et demeurer. Et dire que j'ai mandat d'organiser une nouvelle élection. Mais non, on sera vraiment dans l'impasse et nous allons rentrer vraiment dans une situation de trouble d'ordre public qui pourrait déboucher sur un conflit. On n'en a pas besoin. On a un président élu. On l'installe. D'accord. La Cissé sur se protéger quand même, pour qui on penchait beaucoup. Pour qui Nkurunziza, j'allais dire, était beaucoup plus partant. Pardon? Je parle de le président de l'Assemblée nationale. Pour qui? Est-ce que ce n'est pas un argument, évidemment, pour lequel ils ont voulu le garder? Je reste notamment dans l'interprétation stricte quand même de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas parce que... non, moi je ne pense pas à cela. Parce qu'il serait imprudent. Moi, je pourrais être peut-être à la place du président de l'Assemblée nationale. Dès qu'on m'installe pour dire intérim, je vais dire, bon, je rentre dans mes prérogatives. Mes prérogatives, c'est d'organiser une élection, mais ce n'est pas pour installer un nouveau président. Si je dis, moi, je suis là pour organiser une nouvelle élection,
constitutionnellement, qui va me contester? Donc, tu sais, le juge constitutionnel est là pour appliquer la loi dans l'intérêt. Parce qu'il y a un vide juridique. Ils doivent décider, ils ont décidé. Moi, je crois que c'est la meilleure façon, au lieu d'aller entrer dans d'autres considérations. Le juge constitutionnel est le seul interprète de la Constitution. C'est lui qui dit les silences de la Constitution. Et si le juge a dit que le président doit être installé, c'est qu'il doit être installé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... et ce n'est pas qu'on fait installer un président qui n'a pas été élu. C'est un président élu. D'accord. Dont, qui ne souffre d'aucune irrégularité. D'accord. En tout cas, même si l'opposition conteste, ça qui a été proclamé. Mais c'est que ça a été proclamé, il a été... D'accord. On va s'intéresser à présent un peu à l'héritage. Lamine Cissé, laissez pas Pierre Nkurunziza. Que doit-on retenir? Il est vrai, beaucoup d'années, beaucoup de morts. C'est vrai, souvent, l'image qui est projetée à travers ce président qui est donc décédé avec une violence, j'allais dire, beaucoup de morts sous le bras. Que retenez-vous un peu de son bilan? Non, parce que moi, c'est comme si je dois voir la période de Nkurunziza, mais moi, le Burundi, je le place dans le contexte de 30 ans de régime militaire. Un régime militaire qui continue. 30 ans de régime militaire. Après ces 30 ans, les accords d'Arusha, etc., démocratisation. Et jusqu'à présent, ces officiers sont au pouvoir. Jusqu'à présent. Alors, le dernier mandat de Nkurunziza, son troisième mandat de trop, en violant la Constitution, jusqu'à présent, les séquelles sont là. Donc, il y a les impacts des 30 ans de régime. Jusqu'à présent, c'est ces mêmes personnes-là qui conduisent la destinée du pays. Donc, pour moi, nous sommes dans un processus, mais rien n'a encore changé fondamentalement. Puisque la dictature, elle est là, et cette dictature-là, elle est conduite par ces officiers qui disent c'est ce que nous voulons pour le pays. Alors donc moi je disais tout simplement, au lieu que ce soit un pays de technocrates qui gouvernent, c'est un pays d'officiers. Les militaires sont toujours là. Donc il y a ce qu'on appelle un déguisement démocratique en haut, mais en bas c'est les officiers qui sont en train de gouverner. Maintenant, cet héritage, qu'est-ce que le nouveau président doit faire? C'est là où se trouve le problème. Je crois que moi, je ne le conseillerais pas de continuer dans cette démarche. Oui. Juste une idée, que retenez-vous, que doit-on retenir un peu du bilan de l'héritage laissé par Nkurunziza? On retient beaucoup de violations de droits de l'homme, de meurtres. Surtout ça, c'est l'image qui reste de l'homme. Beaucoup plus que des actions en faveur de la société. C'est les traques, c'est les disparitions forcées, c'est les meurtres, c'est les crimes contre l'humanité, c'est le retrait de la CPI pour empêcher une enquête indépendante sur les massacres qui sont issus des violences électorales. Voilà. C'est ce qu'il faut surtout, c'est l'image qui reste, voilà. L'image de l'homme violent. D'accord, l'homme violent, même s'il est croyant, ou il se dit beaucoup croyant, on le voit beaucoup aller dans les campagnes, j'allais dire, avec sa chorale, on le connaît très bien, qui prie beaucoup, qui organise beaucoup de séances de prière, c'est pas pour sensibiliser. En tout cas, il est parti, malheureusement, comme on le dit. Son successeur est là, il s'agit donc de Évariste Ndayishimiye. Lamine Cissé, visiblement, vous l'avez dit tout à l'heure, les généraux sont toujours 7 au pouvoir. Est-il embrigadé, le nouveau président? Que pourra-t-il faire concrètement? Je crois que ce qu'il peut faire, c'est de ne pas faire ce que l'autre faisait. Parce qu'en fait, je pense que... sur quel plan vous voulez dire? Oui, parce qu'en fait, la tension sociale, elle est très vive. Il y a une oppression. Ces 5 dernières années, c'est l'oppression totale. En fait, il n'y a pas de liberté, la presse, etc. Je crois que lui, en prenant le pouvoir, il doit annoncer une nouvelle couleur qui permettra au peuple d'être libéré, de respirer. Parce que les 10 premières années de Nkurunziza, il a tant soit peu, il a travaillé à faire un développement. Mais les 5 dernières années, c'est totalement catastrophique. Je crois que son héritage là, s'il veut continuer dans cette lancée-là,
la réelle politique lui demande aujourd'hui de trouver un consensus pour démocratiser réellement le pays, pour que les élections prochaines ne soient pas des élections contestées. Parce que vous vous rappelez, en 2000, son élection de 2005, 2010, il était seul, je crois. Oui. Il était seul, il n'y avait pas de candidat. C'était une erreur de coaching de la part de l'opposition. Mais aujourd'hui, ils sont dans une dynamique spécifique du processus de démocratisation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acquis. Il y a des acquis. Parce que 30 ans, 40 ans en arrière, ce qui se passait, on ne peut pas dire que c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Les mentalités évoluent. Mais l'homme qui est aujourd'hui à la tête, je crois qu'il a acquis suffisamment d'expérience qui lui permet de dire voilà les fautes que nous avons commises. Il faut maintenant changer fondamentalement. N'est-il pas une marionnette, disons, de ces généraux qui sont au pouvoir, Emery Olabi? A-t-il de marge de manœuvre aujourd'hui à la fois de dire je change le système? C'est la question fondamentale que je me posais aussi à son arrivée, parce qu'il est comptable. Il est comptable des régimes précédents, en fait, c'est-à-dire du règne je le dis comme ça, on le décrit d'ailleurs dans l'armée, évidemment. C'est le secrétaire général du papier, voilà, justement. Et aujourd'hui, c'est lui qui devient le président. Il est entièrement comptable du régime. Va-t-il changer sa posture? C'est ce qui est souhaitable. Et c'est ce qui est souhaité. Pourra-t-il le faire? Pourra-t-il le faire? Il reste la question. Mais dire que le peuple a été oppressé, oui, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que au Burundi, nous avons une société civile des plus dynamiques. Malgré tout ce qu'on a comme oppression, c'est une société civile qui se bat et qui continue quand même par dénoncer. Mais la plupart des leaders sont en exil, voilà, dans les pays voisins qui ne sont pas au pays. C'est vrai, c'est vrai, mais la flamme n'est pas éteinte. Il y a toujours au Burundi des Burundais, des nationaux, des patriotes qui continuent la lutte. Et je pense que le nouveau président ferait bien de partir sur des bases de réconciliation, de penser les plaies. Parce que le pays réclame justice. Les morts, les personnes qui ont connu, les familles qui ont connu l'exode, les réfugiés et toutes ces personnes qui ont vu leurs proches disparaître, des disparitions forcées, on se pose des questions. Ces plaies qui sont ouvertes et qui restent dans les consciences ne vont pas permettre forcément au nouveau président d'avoir un mandat, à moins qu'il décide de régner par la force aussi. Parce que ces plaies-là existent, il faut les penser. Il faut faire une réconciliation nationale et partir sur de nouvelles bases, obligatoirement. Lamine Cissé, au-delà de la réconciliation? Oui, parce que vous savez, même Nkurunziza a fait un effort de pouvoir faire la promotion des technocrates quand il était là, parce que l'armée était trop présente. Il a fait ce travail-là, cet effort-là. Vous savez, le CNDD, le FDD, il y a des dissidents même. Justement. Qui ne sont pas d'accord avec. Ouais. Donc, c'est pas que, même au sein des généraux, il y a une homogénéité. Non, il y a des dissidences, il y a des gens qui ne sont pas d'accord comment ça marche. C'est pourquoi je dis, j'ose croire que maintenant, parce que ces 5 dernières années, c'est l'instabilité totale au Burundi. Oui, mais on sait la raison pour laquelle cette instabilité... C'est ce que je dis, c'est la violation. C'est ça, c'est cette oppression dont vous parlez qui a permis aux organisations de la société civile, d'autres en prison, d'autres ont fui. Oui, c'est vrai. Donc en fait, ils n'ont pas... Donc il faut la démocratisation, que la démocratisation continue. Parce que sinon, c'est trop flagrant de voir que c'est la même mise des officiers. Vous l'avez dit dans votre introduction pour dire que le préféré de Nkurunziza était le président de l'Assemblée nationale, mais les officiers. Donc il y a une pression sur un chef d'État, un président. Alors qu'est-ce que cela sous-entend? Il faut que le nouveau président soit suffisamment fort, qu'il soit humble. Parce que j'entends son discours là, il est en train de dire, devant Dieu, il est prêt à faire ce que le peuple veut, mais qu'il n'a qu'à être un président indépendant qui fasse ce que
le peuple. Pourra-t-il le faire, l'ami Cissé? C'est la question à laquelle vous ne semblez pas répondre. Non, vous émettez vos souhaits. Oui, non, c'est-à-dire qu'il est le chef de l'État. Oui. Il a toute la puissance publique à son côté. Oui. Mais prenez le cas de Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou, cet homme-là a pu, en son temps, dire à l'armée non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et pourtant, il avait une pression dans l'armée. Le discours qu'il devait faire à la conférence nationale, qui était le consensus avec l'armée, il a fait un autre discours. Mais je crois que si tu veux changer le cours de l'histoire, on est prêt à le changer, quitte à ce qu'on y laisse sa vie, mais on est prêt à changer. Un chef d'État, président de la République, des millions de populations, tu prêtes serment, tu viens prêter serment pour dire je veux faire ça, mais va faire ce que ta conscience te permet pour que le pays marche, ou tu meurs. C'est un des deux. Pourquoi avoir peur de la mort? Il faut aller dans le sens de l'intérêt supérieur du peuple. De la nation. Émery, je parlais évidemment de ces marches de manœuvre. C'est vrai, vous avez souhaité la réconciliation. Oui, j'estime qu'il faut mettre en place une commission réconciliation, vérité réconciliation, à défaut de rendre avec la les justice. généraux qui sont là, et lui-même qui a participé. Vous avez dit qu'il y a sans doute les mains trempées. Oui, il y a les mains trempées. Enfin, on estime oui, mais voyez-vous, avec les commissions vérité réconciliation, il y a cette particularité en fait de pouvoir faire asseoir les victimes et bourreaux à la même table, de trouver une certaine entente, de pouvoir pacifier davantage le pays, que peut-être de laisser une justice pénale internationale en griffe politisée venir semer le trouble aussi à l'intérieur. Le Burundi actuellement n'a pas besoin de s'ancrer davantage dans des troubles. Elle a besoin de continuer sa pacification et d'ancrer davantage son processus démocratique. C'est vrai, je le dis, cela part du nouveau président, du ton qu'il va donner à son mandat. Va-t-il se détacher de la gouvernance Nkurunziza et des idéaux qui ont été les leurs toutes ces années et se focaliser sur les questions de démocratie, de gouvernance? Va-t-il faire appel à tous les fils du pays pour qu'ils rentrent, pour qu'il y ait un dialogue et pour qu'il y ait un nouveau départ? Ça, ce sont les questions qu'on souhaite qu'il aborde et qu'on espère qu'il fera. Mais les prochains jours nous diront si il est dans cette dynamique ou s'il continue ce qu'il avait prévu. Mais là où on pourrait craindre qu'il continue, c'était par rapport au départ du chef du feu, Pierre Nkurunziza, qui s'était taillé une certaine posture et une certaine influence en laissant le pouvoir. C'est-à-dire que si il était toujours en vie et qu'il avait vraiment passé le pouvoir, il devenait le guide suprême du mouvement, le leader et tout, du patriotisme, voilà, machin, tout. Et évidemment, il allait continuer par influencer. En ce moment, on pourrait dire que le président en exercice, avec l'appui ou l'influence des généraux, n'aurait pas de marge de manœuvre. Maintenant, il a les coups de France. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Le départ, le départ à la BCC de Nkurunziza, c'est une opportunité pour lui. Vous pensez que Pierre Nkurunziza peut-être en vie? C'est ce que pense Émery. Serait plus influent que lui. Je ne pense pas. Tu sais, c'est le chef suprême des armées. Dès que vous devenez président de la République, vous prenez les leviers de l'État, vous êtes puissant. Ça dit que je ne vois pas la prise de fonction de Martel post-apartheid. Quand Mandela est venu au pouvoir, l'armée était quoi? C'est l'armée apartheid, police apartheid, tout était apartheid. Mais est-ce qu'il n'a pas changé les données? Si, il a pu créer un pays arc-en-ciel. Ok? Faire un mandat et partir, et la transition a continué. Maintenant, il faut aller plus loin. Alors, moi, je dis, Nkurunziza, il est le chef suprême des armées aujourd'hui. Ouais. Dès qu'il s'installe au fauteuil, mais déjà, l'armée est dans sa main. Ouais. La police est dans sa main, il a toute la puissance publique dans sa main. Et quand on a cette clé-là, c'est très important pour opérer des changements. Si vous avez la volonté. Nkurunziza n'avait pas la volonté de changer. S'il avait la volonté de changer, l'effort qu'il avait fait pour briguer un troisième mandat, il allait même faire cet effort-là pour quitter et avoir
n'est-ce pas, permettre à la démocratie de respirer. Mais il n'avait pas la volonté. Quand on n'a pas la volonté, on dit c'est l'armée qui m'a maintenu là. Parce que tu veux être maintenu là. Exactement. Mais si Nkurunziza voulait en son temps, s'il disait je finis mon mandat, mais tout le monde va applaudir, même l'armée va applaudir. Mais il a voulu rester et les gens disent non, il est l'otage de l'armée, etc. Maintenant, il a voulu partir, il est parti, non? Et il est mort par sa belle mort. Il n'a pas voulu partir, il n'a peut-être pas voulu... Non, il a voulu partir. Non, si, il a voulu partir. Non, vous parlez de succession. Oui, succession. Oui. Après 15 ans, il a violé la Constitution, maintenant il veut partir. Mais s'il disait je brûle un autre mandat, on va continuer à dire toujours que c'est l'armée, c'est les officiers. Je crois qu'il faut qu'on responsabilise le chef d'État qui est au pouvoir là. Évariste Ndayishimiye, il est le responsable. Il a prêté serment là. Il a dit au peuple là. Il ne s'est pas adressé à l'armée. Il a dit au peuple là, je ferai ce que vous voulez. Voilà ce que la Constitution me permet. Mais qu'il le fasse. Ça là, il n'a aucune contrainte parce que les leviers de l'État sont dans sa vie. Il y a un chantier sur lequel Évariste Ndayishimiye a aussi beaucoup attendu, notamment la question de l'ouverture sur le plan diplomatique, le fait de faire intervenir les pays étrangers. On sait qu'au disons, le troisième mandat, notamment de Nkurunziza, a pratiquement fermé les voies, disons, diplomatiques au pays. Et la réforme d'ailleurs de 2018 faisait partie, disons, un peu des conditions d'ouverture du pays vers l'extérieur. D'ailleurs, beaucoup se disent aussi que le départ de Nkurunziza, c'était aussi pour permettre au pays de souffler, de faire entrer des investisseurs dans le pays. Et Ndayishimiye a 7 ans pour ce premier mandat. Emery Owolabi, sur ce plan, pourra-t-il faire quelque chose? Oui, je pense. C'est le nouvel homme, en fait. C'est le nouvel homme et il a, comme il a tous les leviers du pouvoir à son actif et donc il pourra en user. Et ce qui s'est passé avec la fermeture du pays à toute coopération extérieure et tout, ça s'expliquait par la violation de la Constitution, des violations de droits de l'homme, le passage en force pour le troisième mandat, la tentative de coup d'État et tout ça, évidemment, et il y avait cette peur, cette hantise, et évidemment, il fallait tenir de loin toute influence étrangère sur ce qu'il faisait à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est du passé. Aujourd'hui, il n'y a plus ces contraintes, il n'y a rien qui empêche le président de s'ouvrir à l'extérieur pour capter des investissements directs étrangers. Est-ce que ces retours ne seront pas subordonnés peut-être à l'ouverture de telle ou telle enquête de voix claire dans tel dossier, alors que lui-même, vous l'avez toujours rappelé, ils se sont retirés, et même si la Cour pénale internationale continue son enquête, ils se sont retirés de la CPI. Oui. Donc, bon, voilà. Il y a d'autres mécanismes. Ouais. Lamine Cissé ? Oui, c'est les mécanismes dont vous parlez qui se peut-être pas une saisine du Conseil de sécurité, mais vraiment, qu'est-ce que ça pourra leur être opposable ? Honnêtement, c'est fait. A-t-il intérêt, je veux parler d'Évariste Ndayishimiye, le nouveau président, à s'ouvrir sur le plan diplomatique, ou doit-il craindre également peut-être que l'ouverture d'enquête l'implique ou bien le souille lui-même dans peut-être sa volonté à pouvoir ouvrir le Burundi aux autres États? Non, a-t-il intérêt? Oui, le pays a un intérêt. Il est contraint même à l'ouverture parce que la situation économique, elle n'est pas bonne. Ouais. Sur le plan international, le Burundi est mis en quarantaine. Ils ont besoin de la coopération, ils ont besoin de ressources pour aller plus de l'avant. Alors donc, je crois que c'est pourquoi je dis le fait qu'ils disent, qu'ils prêtent ce serment-là, il amène les églises et les musulmans pour prier là. Ouais. Donc il met Dieu au centre de son action. Et quand on met Dieu au centre de son action, je crois que c'est la justice, l'équité, n'est-ce pas, la tolérance, et gouverner dans la crainte de Dieu pour dire un jour Dieu va me tuer, je vais rendre compte. Parce que le pouvoir, en fait, c'est des millions de personnes que vous gouvernez. Chaque âme qui souffre, qui vit bien, qui se soigne, c'est à votre actif. Chaque âme qui souffre sur ces territoires-là, c'est à votre actif également. Donc c'est un poids qui est lourd. Et vous mettez Dieu au centre pour dire Dieu, je suis témoin. Dieu, vous êtes témoin là, c'est moi qui suis là. Je crois que
il a l'obligation et la contrainte. D'abord, la contrainte morale, parce que je prends sous son angle de religieux, il a une contrainte morale de savoir que l'âme est supérieure à tout et que lui, le pouvoir qu'il a, c'est le peuple qui lui a donné ce pouvoir-là. Il n'est pas... il est un employé du peuple burundais. Il n'est pas, comment dirais-je, c'est pas le peuple burundais qui est à son service. C'est lui qui est au service du peuple burundais. Le peuple burundais, ce sont des acteurs de développement, mais c'est lui à qui on a confié toute la puissance publique. On lui a confié toute la richesse. On lui a donné un avion présidentiel, un palais, pour lui dire, nous voulons vivre bien et équitablement. Donc, il est contraint de s'ouvrir et d'amener le peuple vers la paix et la stabilité. Vous savez, la démocratie, les gens ne comprennent pas. Si un président est suffisamment démocrate, il ouvre les voies de la démocratie, il gouverne dans la paix. Parce que tu permets à chacun de te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et quand le président est à l'écoute de son peuple qui lui dit ici ça va ou ici ça va, le fait même de s'exprimer, ça baisse les tensions sociales. On ne peut pas opprimer le peuple parce que Dieu ne nous a pas opprimés. Dieu nous a laissé de croire à lui ou de ne pas croire à lui. La démocratie commence par là. Mais si tu ne crois pas à moi, je vais te tuer. Bon, comme toi, je ne suis pas avec toi là, toi tu n'existes pas. Les dictateurs, ils ont un poids moral, ils sont pas à l'aise. C'est des gens qui souffrent énormément. Vous pensez qu'ils sont à l'aise? Vous pensez? Pourquoi? Non. Cela peut expliquer les multiples messes de Nkurunziza avec sa chorale et constant. Non, ils sont pas à l'aise. Une recherche permanente de la quiétude intérieure, peut-être. Mais voyez-vous, je suis d'accord avec M. Lamine Cissé quand il dit que le nouveau président doit gérer avec crainte. Mais il me rejoint alors dans mon analyse quand je dis que le président, le Ndayishimiye, doit pouvoir réunir tous les Burundais. C'est-à-dire, c'est la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays est divisé, le pays est fracturé, les enfants du pays sont éparpillés. Il faut rassembler. Ou est-ce qu'il veut bâtir sur la ruine sans essayer de rassembler tout le monde? S'il veut continuer sur la ruine, c'est-à-dire que les jours à venir, nous allons le constater, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un gouvernement d'union, il ne cherchera pas à rassembler les Burundais, et là, nous verrons bien. Le chantier de la réconciliation que vous abordez, Emery Olabi, est-ce qu'il pourra évidemment réussir quand on sait que après une hégémonie de près de 30 ans avec les Tutsis, oui, la question qui a été donc élu aujourd'hui quand même, beaucoup d'assassinats, beaucoup de massacres de la part des Tutsis aussi. On rappelle Ndayishimiye qui est Hutu tout de même, après ces années d'hégémonie où les Hutus ont pris donc leur revanche. Aujourd'hui, pratiquement tous les Hutus n'exercent plus. Les Tutsis, n'exercent plus le pouvoir. Est-ce que ce mode de fonctionnement hégémonique n'est pas quand même un terreau facile pour... Il va falloir mettre fin justement à cela, un peu comme ce qui s'est passé au Rwanda, où à un moment donné, Kagame a réussi à forcer tout le monde à se remettre ensemble. Et c'est justement là où je parlais de la commission vérité et réconciliation. Il est nécessaire, sinon ce à quoi nous allons assister dans les prochaines années, c'est que la naissance d'une rébellion au sein des Tutsis pour venir reconquérir le pouvoir, et il faut mettre fin à cela. Lamine Cissé, Évariste Ndayishimiye peut être un Kagame sur le plan de la réconciliation? Non, on ne peut pas, parce que c'est deux contextes différents. Kagame, lui, ce qu'il a pu faire aujourd'hui, c'est parce que spécifiquement, ce qui s'est passé au Rwanda, moi je n'ai jamais vu ça. C'était un génocide. C'est vrai, il y avait eu de morts, mais au Burundi, beaucoup n'évoquent pas aussi les chiffres, mais le massacre aussi. Oui, mais la façon, la manière, il y a l'armée. Au Burundi, il y a l'armée qui est mise en cause. Mais là-bas, c'est les populations qui se prennent des machettes pour se charcuter. C'est-à-dire que le Hutu contre le Tutsi, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc je dis que Paul Kagame, c'est un dictateur éclairé qui a pu canaliser pour amener les gens vers la construction nationale. Vous le soutenez très bien. Non, je ne le soutiens pas, parce que moi, je suis contre les dictatures. Mais je dis, pourquoi je dis éclairé? D'autant plus que lui, il a pu, dans la gestion des ressources, pouvoir, n'est-ce pas, mettre les Burundais au même niveau.
Lui, il n'est pas venu pour s'asseoir, pour s'enrichir. C'est-à-dire que les présidents qui viennent avec leurs ministres pour s'enrichir, remplir plein les postes, et en plus qui font la dictature, c'est ça la différence, lui. Donc on peut le considérer parce que le Burundi est un pays spécifique. Ok. Le Rwanda. Le Rwanda est un pays spécifique. Alors quand je vais plus au fond, je peux attaquer Paul Kagame quand je vois son implication dans l'insécurité en RDC et comment il a pillé les ressources en RDC. Je ne veux pas aller dans tout cela. C'est un autre débat. Je ne veux pas, c'est un autre débat. Mais je voudrais tout simplement dire, quand on prend le Burundi aujourd'hui, on ne peut pas comparer le nouveau président à Kagame. Non. Le nouveau président, aujourd'hui, il y a un processus de démocratie qui est en cours déjà. Kagame n'a pas encore enclenché un processus de démocratisation. Donc, sur ce volet-là... Il a quand même promis qu'il partira. D'accord, je vais voir l'acte. L'acte de démocratisation au Rwanda pour voir comment ça va se passer. C'est pourquoi je ne peux pas comparer les deux pays. Pour moi, le Burundi est dans un processus. Maintenant que nous sommes arrivés à un niveau où les insuffisances sont connues, le nouveau président est élu, il doit vraiment marquer son empreinte et pouvoir faire évoluer cette démocratisation. Parce que la démocratisation, elle est spécifique. Le Burundi est dans la spécificité de la démocratie. Et en Afrique de l'Ouest, on est dans nos spécificités de démocratisation, comme au Bénin, comme au Sénégal. Mais spécifiquement, le Burundi est à un tournoi très décisif. Oui. Très décisif. Voilà, on a encore à peine 2 minutes. Vous allez finir sur ces questions. Chacun doit pouvoir réagir. Est-ce que ce débat, les conditions de ce décès de Nkurunziza et notamment le changement de régime, est-ce que ça pourrait avoir peut-être d'impact de façon sur le plan géopolitique dans les États qui tournent? Je veux parler un peu on a parlé tout à l'heure du Rwanda, de la RDC et d'autres pays, ou de façon générale en Afrique, je voudrais dire. Oui, mais il faut observer que dans la zone, dans la région de l'Afrique centrale, il y a comme un vent de changement qui se met en place. Déjà au Congo, un nouveau président. Biya est toujours là. Biya, on sent son départ. On sent son départ. On sent son départ. Au Congo, Sassou Nguesso aussi, c'est bientôt parti. Alors, mais il n'est pas parti, il est là pour le moment. Mais je veux déjà parler du Congo. Je veux parler des vrais foyers de tension qui sont plutôt en train de connaître des changements. Voilà, le Congo, le Burundi, la Centrafrique qui est en train de retrouver les marches. Donc voilà, il faut croire que ça va. La médecine, sur ce point, est-ce que, disons, ces conditions, ça peut impacter un peu les choses en Afrique de façon générale? Oui, mais non. L'Afrique, c'est-à-dire que chaque parti est dans sa marche. Parce que c'est les démocraties africaines. Ce n'est pas une démocratie. Elle n'est pas uniforme. D'autant plus que les contextes socio-culturels et historiques ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi les processus ne sont pas les mêmes. Absolument. Donc quand vous prenez chaque pays, c'est une analyse spécifique que vous faites. On est obligé. Maintenant, quand on prend l'Afrique francophone en Afrique de l'Ouest, on a une analyse selon les pays, mais nous avons des dénominateurs communs. Alors moi je dis, l'Afrique centrale est en train de bouger, mais l'Afrique centrale est victime de sa trop grande richesse. Parce que vous prenez le Rwanda, c'est le voisin du Congo. Donc ces pays qui sont autour là, ces pays seulement peuvent nourrir toute l'Afrique. Donc notre souhait est que le processus qui est enclenché puisse pouvoir progresser et que les autres processus qui sont huilés dans les autres pays puissent impacter les autres pays. D'accord. Merci à vous, Lamine Cissé. Je rappelle que vous êtes donc écrivain, expert en communication politique. Merci d'avoir préparé ce débat. Vous étiez donc en face de Emery Olabi, qui est juriste spécialiste des questions internationales. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. De Angle de Vue, on parlait évidemment du Burundi, la prestation de serment de Évariste Ndayishimiye est sur le Nouvel Air. Voilà, vous aurez donc retenu certains éléments. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.